souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique. L'agrivoltaïsme au cœur du pacte rural des énergies renouvelables. C'est le sujet qui va nous occuper ici même pendant 1 heure avec 5 intervenants que je vais appeler à me rejoindre soit physiquement, soit en distanciel. Vous le verrez. Donc Richard Chamaret, qui est président de Territoire d'énergie Mayenne et maire de Méral, qui est donc connecté en visio et qui va s'afficher très rapidement derrière moi. Voilà, bonjour Monsieur Chamaret. Bonjour à tous. Vous êtes en direct du colloque national France Renouvelable. Moi, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Ah voilà, là je vous entends, c'est parfait. Jean-Luc Fugit, qui est député du Rhône et président du Conseil supérieur de l'énergie, que j'invite à rejoindre l'estrade. Jean-Yves Heurtin, vice-président des chambres d'agriculture de France, également en présentiel. Audrey Juillac, qui est présidente de la FFPA, la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, qui est également en visio. Bonjour madame. Bonjour, merci pour l'invitation. Et avec plaisir de vous accueillir. Et enfin, pour boucler donc ce panel, Thierry Vergniaud, qui est coprésident de France Agrivoltaïsme. Merci à vous toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Je vois que manifestement tout le monde se connaît. Bon, eh bien écoutez, c'est parfait. Donc, vous avez tous pris connaissance du thème de la table ronde qui nous intéresse. Et pour planter le décor, je vais demander à monsieur le député de poser le socle de la discussion. En tant que député donc parlementaire, au fait de tous les textes législatifs, et même quand bien même je ne vous demande pas une analyse juridique de la loi APER, c'est de nous rappeler les fondamentaux du développement de l'agrivoltaïsme et notamment le cadre législatif et réglementaire qui a semé, on va dire, la graine pour pouvoir le développer. Bonjour à tous et tous. On va peut-être faire assez vite pour qu'on ait un temps d'échange entre nous qui soit encore plus intéressant que de parler uniquement de l'aspect législatif. Je voulais peut-être apporter une précision d'actualité en 30 secondes, parce qu'une personne tout à l'heure m'a demandé comment ça se faisait, vu l'importance de ceux qui se jouent à l'Assemblée nationale ce matin, comment ça se faisait que j'étais ici. Et comme la personne me l'a demandé, je me suis dit peut-être que certains se le demandent, se disent tiens, un parlementaire qui n'est pas là alors qu'il y a des... Voilà. Je voulais simplement expliquer, et après j'embête personne avec ça, que quand il y a un débat sur une motion de censure à l'Assemblée nationale et qu'il y a donc derrière des votes, en fait, le règlement fait que ne votent que ceux qui censurent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il n'y a pas de vote contre. C'est que des votes pour, c'est comme ça. Donc moi, comme j'étais contre, je n'ai pas besoin de rester là-bas puisque je ne dois pas participer au vote. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi vous ne participez pas au débat? Parce qu'en fait, je connais déjà tous les discours de tout le monde. C'est des postures. Donc du coup, voilà, stop, j'ai autre chose à faire et je préfère être là ce matin. Et voilà pourquoi j'ai préféré venir avec vous pour enrichir ma réflexion. Parce qu'au cas où mon mandat continuerait, je préfère essayer d'être utile pour mes concitoyens et dans le cadre de ma fonction. Voilà, donc je referme la parenthèse. C'était juste pour répondre à la personne qui m'a interpellé tout à l'heure. Bon, ceci dit, qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? Moi, je me souviens, alors rapidement, en 2020, moi, je suis le co-auteur d'un rapport avec un sénateur qui s'appelle « L'agriculture face au défi de la production d'énergie ». J'identifie des sujets sur lesquels il va falloir travailler, faire plus, améliorer le cadre réglementaire, législatif, etc. Et j'identifie, entre autres, qu'il y a l'agrivoltaïsme qui est en train de se développer, sur lequel on ne sait pas trop quel est le cadre, etc. On est en 2020 à l'époque. Et donc, quand il y a la loi APER en 2023, on propose donc du coup de faire en sorte de mettre un cadre. Alors, on va essayer de attendre. Voilà. C'est bon, ça c'est fait. Et donc, c'est bon. Voilà. Et du coup, à l'époque, l'idée c'est de se dire, il faut profiter de cette loi pour essayer d'aborder, de mettre une définition de l'agrivoltaïsme. Et c'est ce qui a été fait, en rappelant quelques fondamentaux que moi j'avais pris la peine de rappeler dans le rapport de l'OPEX à l'époque, qui peuvent paraître évidents, mais sincèrement, moi je le vois dans ma circonscription, dans le département du Rhône, qui est une circonscription où il y a à la fois du périurbain et du rural, où on voit que tous ces sujets inquiètent, inquiètent aussi parce que, bon, bref, il y a aussi des gens qui racontent n'importe quoi et qui prospèrent malheureusement sur ce qu'on appelle les ragots sociaux, ou les réseaux sociaux, ça c'est pour les gens bien, mais c'est les ragots sociaux la réalité, et qui prospèrent contre l'agrivoltaïsme entre autres, les énergies renouvelables en général même.
Et en fait, dans le cadre de ce débat-là, on a rappelé des fondamentaux, c'est que l'agrivoltaïsme, ce n'est pas donc la serre ou le bâtiment, le hangar, donc sur lequel on a des panneaux photovoltaïques, c'est pas ça. C'est bien donc une installation, c'est pas à vous que j'ai expliqué ça, qui vient travailler, qui vient apporter, pardon, donc un service à l'agriculteur, que ce soit pour le bien-être animal, mais que ce soit aussi et surtout pour le végétal, bien entendu, avec évidemment aider l'agriculture à être beaucoup plus résiliente face aux aléas climatiques. C'est aussi bien valable pour la grêle que pour limiter l'évaporation, que pour limiter évidemment le stress hydrique et l'ensoleillement, etc., etc. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Et ça a bien été rappelé que l'agrivoltaïsme, c'est bien la combinaison de la récupération de photons de la lumière qui ne servent pas à la plante, mais qui sont là, qui sont disponibles, parce que c'est aussi simple que ça en fait, hein, et qui de toute façon ne vont servir à rien d'autre. Et donc on les récupère pour donc évidemment faire de l'énergie, puisque l'énergie on ne fait que comme vous le savez, de la transformation, et en même temps on apporte un service pour limiter ne serait-ce que le stress hydrique des plantes. Et moi, je suis dans une circonscription où il y a beaucoup d'arboriculture. Et quand je pense à ce qui s'est passé le 8 avril, par exemple, 2021, avec le gel qui fait qu'on a beaucoup de nos producteurs d'abricots, de pêche et de cerises qui ont perdu une grosse partie de leur production en quelques heures de gel, je me dis que s'il y avait eu pour certains d'entre eux quelques panneaux photovoltaïques au-dessus, on aurait pu limiter la baisse de température donc de 2 ou 3 degrés. Et parfois, 2 ou 3 degrés, on sait que ça peut sauver toute une production. Ça se joue à des détails, voilà, on le voit très bien. Et pareil pour la viticulture, qui est un autre comment dirais-je, une production majeure de mon territoire, puisque moi, dans ma circonscription, j'ai la chance d'avoir les vins de Côte-Rôtie. Alors Thierry Vergniaud, vous êtes coprésident de France Agrivoltaïsme. Alors vous pourrez peut-être d'ailleurs représenter France Agrivoltaïsme et comment il se fait que vous en êtes le coprésident et non pas le président. Je pense que c'est une notion intéressante. Et puis pour compléter le propos de monsieur le député, de voir effectivement avec vous en quoi est-ce que l'agrivoltaïsme constitue un levier pour la souveraineté et énergétique et agricole. Cette question de souveraineté qui revient régulièrement sur les tables rondes du colloque. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous tenons déjà à remercier France Renouvelable de cette invitation à participer à ce colloque. Dans les moments qu'on traverse, il est vraiment fondamental que l'ensemble des acteurs de la filière des énergies renouvelables puissent travailler ensemble, puissent dialoguer et puissent se concerter. Donc on les remercie à ce titre-là. Sachant également que, je salue mon collègue Jean-Yves Hortin, qui est aussi administrateur de France Agrivoltaïsme. On a la chance d'avoir 2 présidents de chambres d'agriculture dans notre board. Et enfin, ce que je voudrais indiquer, c'est que sur le sujet de la mise en place de l'agrivoltaïsme, c'est les éléments de souveraineté qui se présentent, et à savoir que sur le sujet du réchauffement climatique et de l'évolution des climats, de l'évolution des cultures, etc., de plus en plus sur les territoires se développent des projets et nous devons pouvoir les accompagner. Alors je suis coprésident de France Agrivoltaïsme, puisqu'en fait on a un mode de gouvernance qui a été élaboré dès le départ, d'équilibre entre le monde de l'énergie et le monde de l'agriculture. Donc le deuxième, mon collègue coprésident de France Agrivoltaïsme, c'est Olivier Dauger, qui est le responsable à la FNSEA de l'énergie. Et en fait, ça nous apprend, moi je suis issu du Collège Énergie, donc ça nous apprend, de mieux comprendre les problématiques du monde agricole d'une part, et de mieux comprendre aussi l'organisation du monde agricole au niveau des chambres d'agriculture, au niveau de la coopération agricole, etc. Et réciproquement, je pense qu'on amène des éléments de réflexion au monde agricole, ne serait-ce qu'en termes de notions économiques et en termes de notions de réalisation des projets. Donc c'est pour ça que nous avons une coprésidence et c'est de la cogestion. Voilà. Très bien, merci pour cette précision. Alors moi j'ai noté effectivement, parce que j'ai fait ma petite étude sur l'agrivoltaïsme, donc elle est effectivement définie par la loi APER de 2023. Elle vise à produire une énergie renouvelable tout en maintenant une activité agricole significative. Donc c'est à garantir des rendements supérieurs à 90%, une couverture qui soit inférieure à 40% sur la superficie des exploitations.
Aujourd'hui, en 2025, vous me dites si je me trompe, on a environ 200 projets qui sont sortis de terre, en exploitation, à peu près, ouais. et 1 millier qui est en instruction. C'est bien ça? Oui, alors 1 millier qu'en instruction, il faut savoir de quoi on parle, à quel stade d'instruction. Enfin, il y a un peu un espèce de brouillard. Et d'ailleurs, comment dire, c'est susceptible de créer une forme d'inquiétude parce que le nombre de projets qui sont annoncés, il y aura une chute Eh bien, c'est bien mon colossale. sujet, Donc, effectivement. C'est de se voilà. dire, au-delà, alors je pense que tout le monde, effectivement, est assez au courant de l'intérêt du développement de l'agrivoltaïsme, mais c'est de voir aussi avec vous ici quels sont les enjeux pour son développement harmonieux. Donc là, on voit effectivement 1000 projets en instruction. La majorité, a priori, a été conçue avant la stabilisation réglementaire. Du coup, quels sont les enjeux qui vont de pair? Je ne sais pas si vous souhaitez que je réponde à cette Je question, t'en mais prie. sur l'aspect des projets qui ont été autorisés avant la mise en place de la loi APER. Nous, on a contribué le mieux possible à pouvoir travailler sur cette loi et en fait, il y a tout un tas d'éléments positifs qui se présentent par rapport à cette loi. La difficulté qui va se présenter, et actuellement, on fait de nombreuses rencontres préfectorales, les services instructeurs, etc., les chambres d'agriculture, mais si on voit au niveau notamment des préfectures ou des gens qui vont délivrer des permis, la population, ce qu'elle va voir, c'est les projets qui ont été autorisés avant la loi APER. Et en fait, il va y avoir une incompréhension sur le fait que ces projets ne correspondent pas à la loi. La loi, elle a été plutôt pas mal travaillée, bien travaillée, on trouve des points d'équilibre, mais les premiers exemples qui vont arriver, c'est des choses qui ne correspondent pas à ce qui correspond à la loi. Et ça va créer encore du trouble. Alors du coup, bon, une fois que ces projets se seront instruits, seront sortis de terre ou pas, quels sont les enjeux du coup que vous voyez, que vous avez identifiés pour un développement harmonieux de la filière? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on doit se caler à ce qui est dans le cadre de la loi. On n'a pas d'autre alternative. C'est un élément qui peut être régulateur, c'est un élément qui peut rassurer, c'est un élément de co-construction avec les collectivités et avec le monde agricole. Donc en fait, on va se caler le plus possible à ce cadre-là, de manière à pouvoir sortir des projets. Je donne juste un détail. Actuellement, sur des grands opérateurs, le chiffre qui tourne de chute de projets qui sont refusés par les CDPENAF, on est autour de 75%. Alors les CDPENAF, 75% de dossiers en CDPENAF qui passent à la trappe. CDPENAF, vous pouvez peut-être décrypter C'est l'acronyme? la commission qui va donner un avis sur les projets au niveau du département. C'est le préfet qui fait un arrêté préfectoral de composition de la CDPENAF. Si le projet ne passe pas à la CDPENAF, le projet il est mort. Mais 75% de chute, ce qui est colossal. Et pour quelles raisons est-ce qu'ils chutent justement ces projets? Parce que d'une part, alors au niveau des CDPENAF, il y a un élément qui est vraiment important et c'est la raison pour laquelle nous travaillons le plus possible, notamment avec les chambres d'agriculture et avec les syndicats agricoles. Il est indispensable que les CDPENAF aient une meilleure connaissance des sujets. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un projet qui a été travaillé pendant 3-4 ans, qui passe en CDPENAF, ça va durer 10 minutes, et le projet, il va y avoir un vote avec éventuellement des personnes qui siègent à la CDPENAF, qui sont présents ou qui ne sont pas présents, qui vont voter, qui ont un droit de vie ou de mort par rapport à ce projet, mais qui finalement n'ont pas la formation ou la culture suffisante sur ces sujets. Donc on a des demandes de départements et des CDPENAF de manière à ce qu'il y ait des éléments de formation, des visites de sites, etc. C'est un élément majeur. Et ça chope sur quoi? Ça chope sur les sites qui sont sélectionnés, ça chope sur les questions paysagères? Il y a différentes choses. Il y a des sujets paysagers, il y a des sujets qui peuvent être du projet agricole lui-même, parce que le projet agricole n'est pas valable. Il peut y avoir des problématiques de raccordement, des problématiques environnementales, il peut y avoir des problématiques de paysage. Enfin, il y a un ensemble de points qui font que au final, il y a un taux de chute. Donc, parmi les projets que vous indiquez qui sont en instruction avec un nombre qui est très important, des projets réellement construits, c'est ceux qui auront été autorisés et financés. On n'en est pas exactement au sujet non plus du financement des projets. Donc, il va y avoir une chute énorme et il ne faut pas faire peur aux gens. Il faut co-construire les projets, dialoguer et donner le maximum d'informations. Et en attendant, j'imagine votre préconisation, c'est d'être le plus carré possible avec la loi APER. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on n'est pas carré, déjà, il y a 75% de projets qui passent à la trappe. Si vous n'êtes pas carré, le projet ne sort pas. Voilà, c'est simple. Hein. Merci pour cette éclairage. Je vous propose d'afficher donc Audrey Juillac de la FFPA à l'écran, parce que
manifestement, Madame Juillac nous voit, mais moi, je ne la vois pas encore. Est-ce que vous êtes avec nous, Madame Juillac? Alors, je vous entends. Ah, vous m'entendez, bah, c'est parfait parce qu'on vous entend Voilà. aussi. Alors, on vient d'écouter donc Thierry Vergnaud, qui est coprésident, je le disais, de France Agrivoltaïsme. Vous êtes président de la FFPA, comme je le disais. Alors, c'est une autre instance représentative de filière. Peut-être pour qu'on comprenne mieux votre prise de parole, essayer de comprendre la spécificité de chacune des deux organisations et notamment, effectivement, celle que vous représentez. Alors effectivement, je suis présidente de la FFPA, mais ça c'est mon deuxième travail, entre guillemets, c'est l'accessoire. Mon vrai travail, c'est d'être agricultrice. Donc je suis en maraîchage en bio et j'ai un projet agrivoltaïque sur mes terres, sur des plantes médicinales en l'occurrence. Et c'est là la spécificité de la FFPA, c'est-à-dire qu'au bureau, on est tous agriculteurs porteurs de projets. On s'est réunis parce qu'on était tous agriculteurs porteurs de projets perdus dans des coins différents de la France avec nos grands projets. Et donc, il a fallu qu'on se retrouve pour essayer de faire avancer un petit peu tout ça. Et ensuite, au conseil d'administration, on est majoritaire et on fait participer avec nous l'ensemble de la filière. Donc, on a des développeurs, des énergéticiens, des cabinets d'audit, des avocats, des juristes, etc., pour essayer de faire avancer tout ça. Et on travaille sur deux axes. Donc, on a une partie très parisienne, très institutionnelle. Donc, j'en profite pour saluer Monsieur Fugit que j'ai rencontré déjà à l'Assemblée nationale plusieurs fois, puisque justement on accompagne le législateur dans la rédaction du cadre réglementaire. Et puis ensuite on a un côté un peu plus rural où on accompagne les agriculteurs dans leurs projets. On peut par exemple participer à une CDP9 dont parlait Monsieur Vergnaud, et on peut relire des contrats, etc. On aide des agriculteurs au local et on a des délégations régionales pour ça. Et donc, cette gouvernance agricole qui est apolitique nous permet de travailler avec tout le monde, à la fois d'un point de vue agricole avec la FNSEA, avec la CR de la même manière, et puis d'un point de vue plus parisien, on travaille de la même façon avec le MoDem, avec les Républicains, avec peu importe qui. On est vraiment très très ouvert là-dessus pour essayer d'avancer de la façon la plus efficiente possible. Donc, si je comprends bien, entre France Agrivoltaïsme et la FFPA, c'est plutôt des nuances et c'est pas véritablement une opposition sur le fond. Non, on a, Je préfère on a poser toujours, la question clairement, hein, comme ça au moins c'est clair. oui, on a toujours dialogué, on est en Oui. contact, on défend des points de vue qui sont parfois différents. On a comment dire, des membres ou des structures qui développent des natures de projets un peu différents. En tout cas, on se connaît bien, on se côtoie et on dialogue parce qu'en fait, on a le même but, c'est de développer l'agrivoltaïsme de façon positive. Très bien. Eh ben, Ça, on écoutez, travaille régulièrement ensemble, oui. eh ben, c'est parfait. Donc, ceci étant posé et clarifiant effectivement les prises de parole de chacun, il y a quelque chose sur lequel moi je voulais revenir avec vous, Madame Juillac, c'est le partage de la valeur dont on a d'ailleurs parlé ici même lors d'une table ronde qui lui était consacrée, mais plus largement, hein, pas spécifiquement sur les projets agrivoltaïsme. Aujourd'hui, c'est une notion que l'on utilise beaucoup pour favoriser l'acceptation, l'adhésion, voire l'appropriation par les territoires. Est-ce que pour vous, c'est l'alpha et l'oméga pour pouvoir réussir le développement de l'agrivoltaïsme, le partage de la valeur? Ce qui est fondamental, c'est l'acceptabilité des projets. Le partage de la valeur, c'est sûr que c'est important. Il y a des questions d'argent, d'acceptabilité, c'est sûr, et il faut faire attention. Et les développeurs en sont conscients et ils ne rechignent absolument pas à participer à partager la valeur. Mais ce qui est le plus important pour nous dans le partage de la valeur, c'est l'acceptabilité par le territoire, en fait. Parce que les projets agrivoltaïques, ce ne sont pas des projets qui se limitent à un champ. Ce sont des projets de territoire. Donc, il faut réussir à embarquer dans le projet l'agriculteur, le propriétaire, et également la chambre d'agriculture, la préfecture, la mairie, l'association des chasseurs, les riverains, etc. C'est ça l'acceptabilité du projet. C'est pas uniquement le partage de la valeur. Donc nous, on insiste beaucoup là-dessus, et nos délégations régionales sont en contact justement avec tous ces acteurs du territoire pour aider à ce que des projets soient le plus acceptés. Puisque si vous partagez la valeur avec la mairie et la préfecture, bon, peut-être qu'eux seront très contents, mais le voisin à côté et l'association de chasse d'en face, ben, eux, ils n'ont pas eu d'argent, donc ils vont peut-être pas accepter le projet. Et ça, c'est très, très important dans nos campagnes. Alors, ce n'est pas effectivement forcément suffisant, mais du coup, qu'est-ce que vous préconisez au-delà de ce partage financier, effectivement, de la création de valeur? Euh,
intégrer les parties prenantes dans toutes les étapes du projet. Ça peut être avec des projets qui servent la pédagogie sur le territoire, par exemple. Alors, je prends l'exemple de mon projet parce que c'est celui que je connais le mieux. Tout autour de mon projet, on va avoir un parcours pour les citoyens, pour qu'ils puissent déambuler autour de la centrale, la voir, avec des panneaux qui seront connectés à rien, juste pour que les enfants, notamment de l'école, puissent venir, toucher, regarder comment ça fonctionne, etc., pour faire œuvre de pédagogie, pour que ça serve à tous, et pas uniquement à mes cultures et à ma ferme. Et vous, au sein de FFPA, est-ce que vous préconisez des solutions? Est-ce que vous, quelque part, émettez des recommandations, des guides, des choses comme ça qui permettent effectivement aux acteurs locaux de mieux comprendre les tenants et aboutissants de l'agrivoltaïsme et puis peut-être aussi les accompagner dans le développement des projets parce que c'est quand même des projets qui sont assez techniques à porter, tout le monde n'est pas forcément outillé. Alors nous, on travaille en commission à la FFPA, donc tous les adhérents peuvent proposer des commissions et s'ils sont suffisamment nombreux, alors la commission s'ouvre. Et on a une commission sur l'acceptabilité des projets où justement on discute de comment on se concerte, de comment on travaille avec qui pour que les projets soient acceptés au mieux. Et on essaie de proposer comme ça, comment dire, un guide des valeurs à transmettre sur les territoires pour que les projets soient le mieux acceptés dans l'intérêt évidemment des agriculteurs et des territoires. Très bien, merci à vous pour cet éclairage. J'ai noté dans votre prise de parole que vous évoquiez le fait d'embarquer les chambres d'agriculture. Nous avons justement Jean-Yves Heurtin, qui est des chambres d'agriculture France, donc nationale. Quelles sont vos attentes, quelles sont les attentes du monde agricole sur le développement de l'agrivoltaïsme? Bien, bonjour à toutes et à tous d'abord, et puis juste dire que voilà, je me présente quand même. Donc Jean-Yves Heurtin, moi je suis agriculteur dans le Calvados et effectivement je suis vice-président de Chambre d'agriculture France. Alors, vous disiez tout de suite là, comment on met de l'acceptabilité, comment on embarque pour que ça soit acceptable. Je vais le retourner dans l'autre sens. Et effectivement, j'entendais aussi dans des précédentes interventions toute la difficulté des fois des relations qu'il va pouvoir y avoir avec les CDPENAF. Et nous, on a beaucoup de vigilance par rapport à ça parce qu'on ne voudrait pas que l'agrivoltaïsme, parce que nous, ça nous paraît quelque chose d'important, mais il faut qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans la même problématique que d'autres projets d'énergie renouvelable qui se retrouvent avec des conflits d'acceptabilité. Alors effectivement, ça peut frotter, on dit comme on veut, dans les CDPENAF et obligatoirement dans cette phase transitoire parce qu'un certain nombre de projets avaient été réfléchis, commencé à être développés avant, et quand il y a des choses qui sont engagées, c'est difficile des fois de revenir en arrière. Mais effectivement, on a un gros travail à faire par rapport à ça, parce que ce qui est vrai en acceptabilité à certains endroits, dans certaines régions de France, ne l'est pas forcément à d'autres. Et je pense que ça se comprend aisément, notamment par rapport au cadre que vous avez évoqué tout à l'heure, sur la compatibilité et une vraie compatibilité avec les productions. Parce que nous, ce qui nous intéresse, nous, Chambre d'agriculture, ce n'est pas l'opportunité que ça peut représenter pour quelques agriculteurs. Il faut que l'agrivoltaïsme soit une opportunité pour la profession dans son ensemble. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie cohabitation, quelles que soient les productions. Il faut que ça apporte un plus. Alors le plus, bien sûr, il est par rapport à la mise à disposition de surface, mais il est également aussi par rapport à ce que ça peut apporter sur le bien-être animal, sur la protection des cultures. Ça a été dit tout à l'heure, que ça soit par rapport au gel, que ça soit peut-être à certains endroits par rapport à la grêle, par rapport à l'ensoleillement trop virulent. Mais il faut aussi qu'il soit acceptable sur le territoire, parce que si c'est faire quelques beaux projets, trop beaux, trop gros, et qu'au final, après, on se retrouve avec des collectifs comme on peut le voir dans d'autres énergies renouvelables, je pense que personne n'aura gagné. On a vraiment besoin de travailler, de construire ensemble. Il y a des doctrines, alors des fois elles passent plus ou moins bien suivant les régions, mais je pense qu'il faut en prendre compte parce que c'est le gage de la réussite pour une vraie acceptabilité et pas uniquement pour un partenariat énergéticien-agriculteur. Il faut vraiment que ça soit un partenariat avec les agriculteurs environnants, avec les collectivités environnantes et surtout avec les citoyens qui... On peut concevoir et on peut ne pas accepter leur point de vue sur la beauté. Tout ça, c'est subjectif, on est bien d'accord.
Il n'empêche qu'il faut composer avec toutes les composantes parce que ce serait dommage que la société se fragmente autant que l'Assemblée nationale. C'est pour la boutade, hein, c'est juste comme ça, c'est juste pour la boutade. Voilà. Merci à vous. Et effectivement, sur la manière dont sont perçus les projets les projets agrivoltaïques dans les territoires, je voudrais avoir le témoignage de Richard Chamaret. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes président de la SEM Territoire d'énergie Mayenne, également élu local, vous êtes maire. Quel regard portez-vous sur le développement de l'agrivoltaïsme comparé notamment aux autres énergies issues du monde agricole auxquelles faisait référence M. Hortin? C'est vrai qu'on a une problématique commune qui est la problématique d'acceptabilité. Quand on parle de projets biogaz, quand on parle de développement d'éolien et d'agrivoltaïsme, il y a de la même effectivement problématique. Quelle est la spécificité? Quelles sont vos attentes par rapport à l'agrivoltaïsme? Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Luc, bonjour monsieur le député. Je suis très content de participer à la même table ronde que toi. Et je suis très content que tu sois venu à un endroit où il y aura plus de débats, à mon avis, qu'à l'Assemblée nationale. Je vais vous faire une réponse qui va sûrement pas plaire aux représentants du monde agricole, mais le point de départ vient du monde agricole sur le sujet d'agrivoltaïsme. En fait, le monde agricole lui-même n'est pas d'accord et ne se met pas d'accord sur ce que l'on doit faire et la lecture que l'on doit avoir de cette loi. Elle a été en grande partie écrite et en concertation avec le syndicat majoritaire, hein, je dis les choses telles qu'elles sont, avec le monde agricole. Et cette loi, elle a été écrite pour le monde agricole. Sauf que quand on est sur le terrain, quand en tant que représentant des collectivités territoriales, alors vous avez dit président de la SEM Territoire d'énergie Mayenne, c'est président de Territoire d'énergie Mayenne qui est propriétaire des réseaux. Et je suis aussi président directeur général de la Société Énergie Mayenne, qui travaille justement avec les développeurs sur notre territoire mayennais et sur les Pays de la Loire au développement des énergies renouvelables et en particulier sur les projets agri-photovoltaïques. Tout à l'heure a été dit 75%, hein. Nous, on est plutôt à 9 projets sur 10 qui sont refusés. Et on le redisait avec les équipes du Grand Ouest, 9 projets sur 10 refusés, c'est qu'on n'est vraiment pas bon. Si on a 9 projets sur 10 de refusés, on n'en a qu'un d'accepté, il est accepté vraiment au forceps. De passer du temps, de l'énergie, c'est le cas de le dire, dans des réunions où à la fin, en voulant faire bien les choses, hein, si je ne suis pas présent aujourd'hui avec vous, je m'en excuse, parce que je suis aux 20 ans du congrès Ever à Monaco. J'étais hier avec le prince Albert. Tout ce qu'on fait là, on essaye de le faire pour les générations futures dans le cadre des bouleversements climatiques que l'on a. Moi, si j'y passe du temps dans toutes ces réunions, c'est pour essayer de bien faire les choses. Et quand on passe du temps à bien faire les choses et que derrière les projets sont refusés, a été évoqué la CDPENAF, sont refusés parce qu'en CDPENAF, des représentants du monde agricole, hein, je le dis, refusent des projets. Refusent des projets. On a des représentants des collectivités qui, quelquefois, n'ont pas bien compris le projet, des représentants d'associations environnementales qui n'ont pas bien compris les projets. Mais moi, ça me fâche quand je vois des représentants du monde agricole qui refusent les projets, alors qu'on est sur des projets qui sont bouclés, organisés. Quand ce sont des projets sur lesquels la SEM, dont j'ai la présidence, va, ce sont des projets qui sont faits pour et avec les agriculteurs et avec des développeurs qui sont derrière pour les aider. Donc ça c'est surtout pas acceptable. On y passe du temps, une énergie, et c'est très difficile d'aller expliquer à mes collègues maires ou présidents d'Interco qu'à un moment, il y a un projet qu'on a mené depuis 18 mois, 2 ans, 3 ans, certains quasiment arrivés à 5 ans, donc vous le disiez tout à l'heure, avant que la loi soit promue. C'est pas entendable. Alors moi, je passe pour un imbécile, on y passe énormément de temps. Et de l'autre côté, l'agriculteur lui se retrouve avec une opposition. J'ai un agriculteur qui est pas bien du tout en ce moment sur notre département, qui a eu quasiment des opposants dans sa cour, d'obédience qui ne sont pas du tout celles dont fait partie Jean-Luc, des gens qui croisent régulièrement, qui sont très insultants à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas acceptable quand on essaye de bien faire les choses et de les faire positivement pour les générations futures, je le redis. Dans le cadre de la CDPENAF, aujourd'hui, il y a des élus qui sont dans la CDPENAF. Déjà, une CDPENAF, vous l'avez dit, elle est nommée par le préfet. Donc, c'est cette commission départementale de préservation du foncier agricole et forestier. Elle est, une fois qu'elle est mise en place, elle est mise en place pour tout le mandat d'élu local. Donc, elle est mise en place pour 6 ans. Et on ne peut pas la renouveler. En plus, dans la loi a été écrit que la CDPENAF émet un avis conforme. C'est-à-dire qu'une fois que l'avis est passé,
le préfet ne peut pas aller contre l'avis de la CDPENAF. En tous les cas, s'il va contre, ça ne donnera rien pour l'acceptation du permis. Donc il faudra revenir en CDPENAF pour une acceptation. Je le redis, hein, mais le temps que l'on passe sur ces projets-là est colossal. Et tout d'un coup, sur un projet, j'ai en tête un projet d'un investissement au global entre nous, l'agriculteur prendrait des parts dans le projet et le développeur, on arrive à un projet d'un peu plus de 10 millions d'euros d'investissement sur un territoire rural comme le mien. Et le projet est passé en 18 minutes top chrono à la CDPENAF. Et en 18 minutes a été décidé de la mort du projet. Enfin, c'est surtout pas acceptable. Et puis, je terminerai par ça, me demander mon avis sur cette vision. La CDPENAF passe autant de temps, parce qu'on confond un petit peu tout. Quand on parle de projets agrivoltaïques, on a toujours en tête de projets dans une parcelle agricole. Et là, je le dis pour les développeurs, au tout départ, tous les développeurs qui venaient nous voir, je leur disais, mais vous êtes pas bons. Alors, je me considère pas bon aussi, hein, parce qu'on a fait des bêtises. Dès qu'on parlait de projets agrivoltaïques, on parle toujours de projets avec du photovoltaïque au sol. Pas vrai, il n'y a pas de photovoltaïque au sol, puisqu'on permet une utilisation agricole. Donc il ne faut pas qu'on mélange les propos, parce que ça, c'est réutilisé contre les projets. Puis ensuite, sur ces mêmes projets, quand ça arrive en CDPENAF, et c'est pour ça quelquefois les chiffres sont un peu mélangés, on a beaucoup de projets agri-PV qui sont arrivés en CDPENAF, qui sont des projets sur bâtiments agricoles, de plusieurs milliers de mètres carrés, mais sur des bâtiments agricoles. Et donc là, en ce moment, il y a cette petite musique qui dit qu'il y a des centaines de projets qui sont refusés dans nos départements. Moi, des projets qui sont arrivés en CDP9, c'est pour ça que j'ai les chiffres. On en a 10 qui sont arrivés en CDP9 et il y en a eu 9 de refusés. Et là, je parle de projet agri-PV. Par contre, si on parle de projet agri-PV au terme de la loi, puisque dans la loi, on parle aussi de l'agri-PV quand on est sur du bâtiment, on est à beaucoup plus de projets. Ceux-là ont été acceptés, mais bien souvent, il y a le corollaire qui fait entre les deux. Donc, il faut qu'on apprenne à beaucoup mieux communiquer et que l'on redise que ce que l'on fait, c'est bien. Et alors, je vous disais que j'allais terminer, mais encore une petite chose à ajouter, parce que je profite d'avoir des représentants du monde agricole. Surtout que je crois que vous devez nous quitter après, c'est ça, à 11h30. Je sais bien, c'est pour ça que je parle vite et que je me détache Allez-y, de votre allez-y. intervention. Et c'était juste, mais j'en ai déjà échangé avec Jean-Luc et avec les représentants de la Chambre d'agriculture du Pays de la Loire. Je profite d'avoir 3 agriculteurs autour de la table. Il faut absolument que dans les mois qui viennent, soit reconnue comme une filière à part entière, la filière de production d'énergie par et pour les agriculteurs. Il le faut absolument. Sinon, on a toujours ce corollaire entre les deux. On dit que c'est un petit sujet à côté, puis on le regarde à côté. On a beaucoup d'agriculteurs dans nos territoires d'élevage qui font de la vente à la ferme, qui font du tourisme. Il y a dans les chambres d'agriculture des personnes qui sont pour les accompagner. Et ben, il faut de la même façon qu'on ait une vraie filière qui se construise dans les chambres d'agriculture pour accompagner les agriculteurs sur ces projets-là. Eh bien, merci Monsieur Chamaret pour cette intervention. Et puis du coup, donc vous me confirmez effectivement, hein, vous avez un impératif à 11h30. Oui, je reste encore à vous écouter parce que quand je suis piquant, j'aime bien entendre les retours que je peux avoir derrière. D'accord. Eh bien, écoutez, restez en ligne, évidemment, avec plaisir. Alors moi, quand j'écoute toutes ces premières interventions, il me semble que la question aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on va sécuriser la filière, comment est-ce qu'on va la structurer. Je comprends effectivement aussi qu'on veut développer l'agrivoltaïsme au niveau national, en même temps que cette volonté globale se heurte, ou en tout cas doit se combiner avec des problématiques pragmatiques, avec des problématiques du territoire. Effectivement, quand on descend dans le monde agricole, ben, on cultive pas la même chose dans le nord de la France que dans le sud, les impacts paysagers ne sont pas les mêmes, etc. etc. Et finalement, la question qui me vient et que je vais adresser à tout le monde, mais que je vais commencer par Jean-Luc Fugit, c'est de voir quel est le bon niveau finalement entre le cadre législatif et réglementaire national et la capacité de décision finalement dont on voit qu'elle peut poser problème au niveau local, puisque les projets, on l'a entendu, peuvent être expédiés en 15 minutes. Quel est le bon niveau? Parce que si on est trop directif de Paris, on est vite fait de se faire taxer de jacobinisme, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et à l'inverse, si on donne tout pouvoir aux territoires locaux, bah, il peut y avoir des dérives, voire des oppositions qui apparaissent ici et là de manière assez injustifiée et finalement contre l'intérêt général. J'ai noté également ce que indiquait M. Chamaret, c'est que la profession doit être intéressée dans son ensemble, la profession agricole. Alors quel est le bon niveau selon vous?
j'avais envie de changer un petit peu de manière de voir les choses et d'être un peu plus général au départ avant de répondre précisément à votre question. En écoutant les différentes prises de parole et le retour de mon expérience aussi de terrain, je pense que le bon niveau, je suis désolé, je vais dire quelque chose de très général, ben c'est de se poser la question de savoir ce qu'on veut pour l'avenir énergétique de ce pays. Et vous allez voir comment on arrivera à l'agrivoltaïsme. Je voudrais simplement rappeler qu'en 2023, dans ce pays, on a consommé 1503 TWh d'énergie. Et que sur les 1503 TWh, il y en a 60% qui sont d'origine fossile. Que l'on importe de pays qui sont instables, politiquement, bien souvent, marquez-nous aussi, qui sont assez souvent hostiles à la France, et parfois ils sont les deux, instables et hostiles. Et donc le reste, les 40%, c'est notre production avec et le nucléaire et les énergies renouvelables. Ce qui d'ailleurs démontre bien au passage que d'ouvrir des guerres entre le nucléaire et le renouvelable est d'une stupidité sans nom. Et je me rappellerai très longtemps de ce jeudi après-midi de juin à l'Assemblée nationale où sous l'impulsion de l'extrême droite, donc, un moratoire a été voté autour donc, de la question du développement des énergies renouvelables. Et pourquoi je rappelle tout ça? C'est parce qu'il faut que l'on embarque nos concitoyens. Et ce n'est pas une histoire d'acceptabilité, même si localement, sur des sujets, ça va être de l'acceptabilité. Le vrai sujet, c'est comment je m'approprie l'avenir énergétique de mon pays et comment je peux faire en sorte d'embarquer mes concitoyens. Embarquer mes concitoyens qui comprennent que tous les jours, on dépense 180 millions d'euros pour importer des énergies fossiles. Ces fameux 70 milliards, donc à peu près que ça représente dans une année, moi j'aimerais que progressivement, on les mette donc, et dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables pour continuer à produire notre énergie sur notre sol, ce qui au passage crée de l'emploi, de la richesse et vient soutenir le modèle social dont on discute ce matin à l'Assemblée nationale. Et ça me paraît important. Et donc, il faut l'approprier. Et donc, quand on redescend au niveau de l'agrivoltaïsme, qui est une de ces solutions, parce qu'il faut resituer ce débat dans un contexte global, notre avenir énergétique. Cette appropriation donc, pour l'agrivoltaïsme, c'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Moi, j'entends tout ce qui a été dit par les uns par les autres, parce que j'allais presque dire j'ai les mêmes à la maison, hein, dans le département du Rhône, etc. Je vois bien tous ces débats. Je rappelle au passage que si je prends le cas de la méthanisation, moi je sais que la méthanisation a sauvé des dizaines et des dizaines d'exploitations agricoles dans ce pays. Des exploitations agricoles, tout le monde le dit, parce que vous savez comment ça marche l'agriculture. Chaque année, quand on approche du salon de l'agriculture, vous avez le fameux sondage dont tout le monde rêve, en termes de résultats, qui dit que 90, 92, 93, 94% des Français soutiennent et adorent leurs agriculteurs. Vous imaginez, quand on est un acteur public comme moi, quand on voit des sondages comme ça, pour nous c'est du fantasme bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est bien de déclarer l'amour aux agriculteurs. Encore faut-il leur apporter quelques preuves à travers les achats qu'on fait, etc., etc. Et donc il faut les soutenir. Et moi je dis que l'agrivoltaïsme, c'est fait pour apporter de l'aide à nos agriculteurs, dans des projets qu'il faut maîtriser, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas faire que des grands projets, etc. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est aussi fait pour apporter de la valeur. Aussi, il faut le dire, et il faut l'assumer. Et si ça peut apporter de la valeur, moi je trouve ça très bien. Parce que moi, personnellement, qui ai grandi dans l'Aveyron et dans une petite ferme où on ne roule pas sur l'or, ben, je trouve que tout ce qui peut être fait pour comment dirais-je, aider le monde agricole, eh bien, c'est quelque chose de positif. Et c'est tant mieux si ces projets-là peuvent apporter quelque chose. Alors, pour répondre à votre question, c'est quoi le bon niveau? Le bon niveau, c'est celui qui permettra de comprendre que se joue à travers tous les projets l'avenir énergétique du pays. Et oui, sur le territoire français, on ne peut pas mettre n'importe quoi n'importe où, on ne va pas mettre de la méthanisation partout, on ne va pas mettre des éoliennes partout, on ne va pas mettre... Voilà. Il faut arrêter avec ces débats stériles qui consistent à dire on est contre ci, on est contre ça. Hein. Par contre, on peut se poser la question raisonnable. Moi, je prends l'exemple qui me vient à l'esprit dans une des communes de ma circonscription, un arboriculteur qui a 45 hectares de pommiers, de poiriers et d'abricotiers et qui avait un projet de 2 hectares d'agrivoltaïsme. Je considère que ces 2 hectares, c'est quand même raisonnable sur 45 et avec des versants qui font que, voilà. Eh bien, les élus locaux lui ont mené la guerre. Et pourtant, les élus locaux, je pensais assez ouverts sur ces sujets-là,
parce qu'ils avaient peur du fait que ça défigure complètement le paysage, etc. Enfin, 2 hectares sur 45 avec des vallons, etc. Il y avait de quoi faire, hein, des choses, voilà. Et donc, il a eu tellement de bâtons dans les roues qu'un jour, il a arrêté le projet. Et moi, je me dis que c'est une occasion ratée. Une occasion ratée parce qu'avec ces 2 hectares, on allait pouvoir produire suffisamment d'électricité pour autant pas mal de foyers, etc., etc. Et donc, je pense que ce qu'il faut arriver, c'est trouver le niveau où on arrive à faire comprendre, à s'approprier les sujets énergie par nos concitoyens. Et les sujets énergie, pour qu'on puisse les faire approprier par nos concitoyens, ben, il faut aussi avoir des acteurs qui soient particulièrement raisonnables sur le sujet. Je pense notamment aux médias et de certaines personnalités qui s'investissent contre les énergies renouvelables, contre ci, contre ça, etc. Il faut quand même bien se souvenir des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. On a encore 60% de l'énergie que l'on consomme dans ce pays qui est d'origine fossile. Et il faut que l'on en sorte progressivement. Moi, quand j'étais rapporteur de la loi des mobilités en 2019, je n'ai pas fait la partie développer des mobilités plus propres pour embêter les gens. J'ai dit que sur 20 ans, il fallait sortir progressivement. Je suis l'auteur de l'amendement qui a inscrit dans la loi qu'on devait arrêter de vendre des véhicules neufs à énergie fossile. Je n'ai pas dit véhicules thermiques, ça n'a pas de sens. C'est l'énergie fossile d'ici à 2040. Et dites-vous bien, je sais que je suis un peu long, mais que les énergies fossiles, c'est à la fois le CO2 qui impacte notre santé et les changements climatiques, etc., qui viennent d'ailleurs impacter les agriculteurs, et c'est aussi les problématiques de notre santé respiratoire en termes de qualité d'air dans les milieux urbains denses. Donc, quand on agit contre les énergies fossiles, eh bien, pour en sortir progressivement, on agit à la fois pour le climat, on agit à la fois pour notre balance commerciale, je vous ai rappelé les chiffres tout à l'heure, et on agit aussi pour notre santé respiratoire, et on agit aussi pour développer une agriculture de qualité favorable à avoir un tissu d'agriculteurs qui puissent vivre vraiment de leur métier. Et donc l'agrivoltaïsme participe de cette grande aventure. Et cette grande aventure, elle consiste à faire en sorte de réindustrialiser la France en reproduisant un maximum d'énergie chez nous. Et le monde agricole n'y échappera pas, et c'est très bien. Et si on peut associer les agriculteurs et sortir de certaines images d'Épinal, eh bien, essayons de faire en sorte de trouver le bon niveau. Mais le bon niveau, c'est celui qui permet, c'est celui autour duquel on a compris les enjeux. Et si on comprend les enjeux, le reste suivra, j'ai envie de dire. Mais pour ça, encore faut-il prendre le temps de partager. Et oui, la question de l'appropriation, parce que pour finir avec ça, on parle souvent de l'acceptabilité. Moi, je rêve de l'engagement, mais entre les deux, il y a peut-être un juste milieu qui est l'appropriation. Comment on favorise l'appropriation plutôt que de toujours subir la question de l'acceptabilité. C'est ça le vrai enjeu. Alors, merci à vous pour cet éclairage effectivement qui est plus large, mais qui permet effectivement voilà, d'avoir une vision d'ensemble et de bien appréhender l'ampleur de la problématique. Comme le temps malheureusement nous est compté, je vais vous proposer donc aux 3 intervenants, Madame Juillac est revenue, effectivement que vous nous fassiez part de vos préconisations. Je le disais tout à l'heure, donc l'objectif aujourd'hui c'est de sécuriser et de structurer la filière. Donc finalement, au vu du temps qui nous est imparti, je vais être assez direct, c'est-à-dire que chacun puisse nous dire quelles sont les préconisations, de quoi il pense ou elle pense que la filière a besoin pour pouvoir se développer de manière pérenne, soutenable, durable, bien acceptée, etc. Et je voudrais commencer par vous, Audrey Juillac. Souveraineté énergétique, parce que c'est pas... On vient de vous entendre à nouveau. On a raté le début de la phrase. Je disais que je ne vous parlerai pas de souveraineté énergétique parce que M. Fugit s'en est occupé avant moi et qu'il est bien mieux placé. Mais par contre, moi, je vous parlerai d'agriculture. Et je vous dirais que l'agriculture en France, en ce moment, vous le savez, c'est compliqué. Et alors, l'agrivoltaïsme ne sauvera pas l'agriculture, ne sauvera pas la planète, mais enfin, c'est un levier qui peut aider. Et il faut penser à tous ces hommes et ces femmes qui font des projets agrivoltaïques, qui passent vraiment du temps, qui vont en CDPNAF, etc. Ça peut prendre longtemps. Mon projet à moi, j'ai signé en 2021, il sortira peut-être en 2030 ou 2031, imaginez le temps que ça prend. Donc il faut penser au courage qu'ont ces agriculteurs pour développer ces projets. Et il faut réussir à mettre en face, et alors je mesure ce que je dis avec un parlementaire autour de la table, il faut réussir à mettre en face du courage politique aussi. C'est de ça dont on a vraiment besoin. On a
besoin d'investissement de la part d'RTE et on a besoin d'un cadre réglementaire qui soit clair. Pardon, excusez-moi. D'un cadre réglementaire qui soit clair et qui nous permette en fait de faire nos projets. Nous, on est prêts, on demande que ça, mais à chaque fois qu'on commence à sortir des projets, il y a un moratoire de plus qui arrive, il y a une menace de plus qui arrive sur la filière, et au bout d'un moment, comme le soulignait M. Fuvix, il y en a qui abandonnent, et on ne peut que les comprendre. D'accord, donc stabilité réglementaire, évidemment, j'imagine, Monsieur Vergniaud, Oui, que je vais vous revenir sur la abonderez. même chose. On a besoin d'un cadre stable et d'une vision moyen terme, long terme. Les sujets qui concernent la PPE sont fondamentaux, il faut savoir où on va. Les stop and go et les retours en arrière ont un effet désastreux. Et d'autres points dont on a besoin, c'est de mettre en place une coordination de filières. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures de développeurs qui développent des sujets d'agrivoltaïsme sur des filières ou de culture ou des filières d'élevage. Il faut qu'on puisse échanger de manière à ce qu'on puisse arriver à obtenir la mise en place d'agrivoltaïsme à un coût raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sujets qui sont sur de l'expérimentation, sur des capex très élevés. Il faut qu'on arrive à produire de l'énergie d'agrivoltaïsme raisonnable. Et ensuite, le dernier point qui est important, on a besoin d'avoir les premiers retours statistiques ou des données qui nous permettent de conforter l'orientation sur laquelle on est. Lorsqu'on rencontre les DDT, les préfectures, etc., ils nous disent on a du mal à accepter les projets parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment de données, on n'est pas sûr. Mais d'un autre côté, comme ils n'acceptent jamais les dossiers, on n'arrive pas à leur amener des données. Donc, en fait, c'est la poule et l'œuf. Les premiers projets, ils devront être vertueux et positifs. Audrey Juillet, je voudrais revenir juste avec vous sur un sujet. Alors, je vois que vous êtes bien accompagné. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'a vu à l'écran, mais non, mais justement, vous excusez pas. Hein, c'est tout en votre honneur, je trouve, parce que Madame Juillet est avec son bébé. C'est, je pense, aussi la raison pour laquelle elle n'est pas avec nous aujourd'hui en présentiel. Alors, on la voit pas sur l'écran de rétrocontrôle, mais en tout cas, on vous entend. Est-ce que selon vous, tout ce qui a trait à la réglementation aujourd'hui est complet? Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter pour lever les risques juridiques sur les montages de projets agri? Alors oui, effectivement, il faut que les CDP9 soient formés, on en a parlé. Il faut qu'il y ait aussi une stabilité politique, puisque aujourd'hui on a des préfets qui lèvent le stylo parce qu'ils ne savent pas s'ils seront là demain. Bon, ces sujets-là, ils les laissent pour le prochain. Donc on a des maires aussi qui font pareil. Donc ça fait que des projets sont reportés sine die parce qu'on attend une stabilité politique, on attend une stabilité réglementaire. Et puis, un gros sujet pour nous, c'est l'acceptabilité, le raccordement, l'acceptabilité aussi, mais c'est le raccordement. Là, on travaille avec RTE là-dessus et ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est très lent, c'est trop lent. Et parfois, des projets peuvent mettre 10 ans à être raccordés. Et ça, c'est difficile de l'accepter quand on est agriculteur et qu'on a besoin de ces projets, puisque ce sont des projets dont on a réellement besoin. C'est pas juste pour s'amuser, on a vraiment pas que ça à faire au fond de nos champs, d'aller travailler sur des projets pareils, c'est qu'on en a réellement besoin. Donc il faut que tous ensemble, on avance, mais pour une fois dans le même sens, qu'on arrête les moratoires, qu'on arrête les levées de stylo et qu'on y aille ensemble, quoi, qu'on se prenne la main et qu'on avance. Très bien, merci pour cette précision et merci encore d'être avec nous. Et pour finir ce deuxième tour de table avec vous, Jean-Yves Heurtin, voir effectivement quelles sont vos propositions au niveau des chambres d'agriculture effectivement pour assurer, sécuriser le développement de la filière. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, juste une petite clarification par rapport à une intervention tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire très attention et ne pas mélanger le photovoltaïque sur toiture agricole et l'agrivoltaïsme. Tout à l'heure, il y a eu un gros coup de flou qui a été, pas de votre part. Hein. Ah oui, parce que voilà, justement, en plus, monsieur le député a bien précisé au départ, on ne parle pas de toiture. Oui, mais tout à l'heure dans l'intervention, c'est bien ce qui est venu et il ne faut pas mélanger les deux. C'est deux choses très différentes. Oui, on est bien d'accord, oui. Donc voilà, il faut bien faire attention parce que quand on commence à tout généraliser, il y a un moment, ça ne va plus. Qu'est-ce qu'on propose ? Nous, on considère qu'il faut faire très attention sur la taille, même si ça peut irriter les développeurs, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Des gros projets, quand il y en aura 20 ou 30 par département, on aura fait 20 ou 30 agriculteurs heureux, mais à côté, les 2970 dans un département moyen,
ils auront bénéficié de rien. Hein. Quand on fait la comparaison, par exemple, avec de la méthanisation, vous avez quand même une ouverture où pas mal d'agriculteurs localement à proximité peuvent en profiter. Donc là, il faut réinventer, il faut inventer ce qui peut être fait. Il y a certaines régions qui ont proposé des doctrines sur le sujet en disant, si vous voulez de l'acceptabilité, soyez plus raisonnable sur le dimensionnement, soyez ouverts avec les collectivités, les citoyens et les agriculteurs. Moi, en tant que président de chambre d'agriculture de mon département, ce que je souhaite, c'est que demain, si on a besoin de 30, j'espère plus, c'est parce que j'aimerais mieux des plus petits projets pour répondre à nos obligations et surtout aux défis environnementaux qui est devant nous, moi, je veux qu'il y ait des possibilités pour que chaque agriculteur du département, à un moment ou à un autre, puisse s'engager, puisse participer, pas forcément foncièrement parlant, mais puisse participer pour que lui aussi, ça lui apporte une petite sécurité. On parlait de diversification tout à l'heure. Moi, sincèrement, en tant que président de chambre départementale, si je sauve 30 agriculteurs et que j'en laisse 2 de 1970 sur le carreau, ça ne me fait pas rêver. Et il faut que les développeurs aient aussi cette conscience et qu'on construise ensemble. Excusez-moi, vous dites, je préfère plusieurs petits projets que moins de grands projets. En même temps, ça empiète sur la rentabilité. Mais oui, mais il faut envisager aussi des projets de grappe. Faisons attention. Moi, je ne voudrais pas avoir une société qui se lève contre les projets agrivoltaïques de la même façon qu'il se lève contre l'éolien. Soyons prudents. Moi, si les développeurs préfèrent être dans l'affrontement avec un certain nombre de citoyens, moi, ce n'est pas ce que je souhaite et je suis élu local. Donc voilà, je vais dire les choses très clairement. Et je suis élu local et je suis investi aussi dans mon syndicat des énergies départementales. Donc vous allez dire, ça commence à faire beaucoup de casquettes. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Parce que justement, moi, je souhaite pousser des choses qui soient constructives et acceptables. Alors effectivement, ça vient amputer un petit bout de rentabilité. Mais vaut-il mieux avoir un petit peu moins de rentabilité et être capable de monter le projet en 3 ans ou de s'opposer avec des citoyens qui sont nos concitoyens et monter des projets en 8 ou 10 ans. Moi, mon choix à titre individuel, il est fait. Donc, soyons prudents par rapport à ça. Nous, c'est notre vision. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment des installations agrivoltaïques qui soient compatibles avec toutes les agricultures. Et ce qu'on voit à certains endroits n'est pas compatible à d'autres. On ne va pas faire des ovins partout. Il faut avoir des projets ambitieux, certes qui vont être moins rentables. Il y en a dans le Calvados qu'on a autorisé en expérimentation. Les panneaux, ils sont à 4,50 m du sol. Les poteaux sont écartés de 25 mètres. C'est beaucoup plus vertueux. Et quand vous expliquez ça derrière aux agriculteurs, derrière, il faut aussi penser à notre filière agroalimentaire. Hein. Ça inquiète. Hein. Ça inquiète parce que la cohabitation, parce qu'on a beau dire c'est cadré, il y aura une mise en responsabilité des développeurs. Moi, je demande à voir. Hein, parce qu'une fois que les projets sont installés, si l'agriculture déserte ces surfaces-là, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de recours. Donc, construisons ensemble parce que c'est notre avenir commun. Dans beaucoup de chambres d'agriculture, il y a on les appelle comme on veut, des chartes, peu importe comment on les appelle. Il y a des choses qui se mettent en place pour justement avoir quelque chose qui puisse être partagé largement, qui soit acceptable et où tout le monde y trouve son compte. Et si tout le monde y trouve son compte, on aura beaucoup moins de difficultés à faire accepter et la durée des projets sera beaucoup moins longue. C'est plus vertueux, c'est plus motivant aussi pour les développeurs. Moi, sincèrement, pensons à ces éléments-là parce que c'est notre avenir collectif de demain, mais n'opposons pas les gens les uns avec les autres. Enfin, ça mènera nulle part. Merci à vous pour ces précisions. Alors, comme on est déjà arrivé au bout du temps qui était imparti pour cette table ronde, on va ne pouvoir prendre que quelques questions, s'il y en a dans la salle. Donc, si vous en avez, oui. Alors, écoutez, on a 3 questions. Alors, on va essayer de faire des réponses courtes pour pouvoir répondre à un maximum. Oui, bonjour. Eric Muchetti, GP Joule. Vous m'entendez ? Très mal. Parlez plus proche du micro. Et là, c'est mieux ? C'est mieux. Oui, j'avais une question, vous ne l'avez pas abordée, qui porte sur le bail rural avec clause agrivoltaïque. On sait qu'il y avait des points bloquants juridiques. Alors pourquoi je vous en parle ? C'est parce que les CDPENAF, auxquels on participe, commencent à l'évoquer. Donc voilà, si vous pouviez nous faire un petit retour là-dessus, s'il vous plaît. Monsieur Vergniaud. Et je vais essayer d'amener un point de réponse. Effectivement, il y a des discussions qui concernent la mise en place de baux ruraux spécifiques.
Ça n'est pas encore, à ma connaissance, bien bordé au niveau juridique, mais il y a une vraie recherche sur ce sujet-là, parce qu'en fait, c'est un élément clé par rapport au financement également des projets pour qu'il y ait une réelle sûreté. Et il faut que les agriculteurs et les exploitants soient à l'aise par rapport à ça. Donc, oui, donc en fait, c'est en cours, mais c'est un élément fondamental. Hein. Oui, Si j'ose intervenir. Oui, Pardon. Audrey Juillac, oui, allez-y. prioritaire. Oui, pardon. Si, non, allez-y, Madame Juillac. Sur le bail rural, effectivement, on a travaillé dessus, notamment avec la FNSEA, donc c'est fondamental. On peut en faire aujourd'hui un closier de ce qu'on a travaillé avec la FNSEA, donc il existe déjà quelque chose. Par contre, ça n'est pas dans la loi aujourd'hui, on ne peut pas l'exiger. Donc les chambres d'agriculture peuvent aller dans le sens de favoriser l'idée d'un bail rural, mais aujourd'hui, elles ne peuvent pas exiger la signature d'un bail rural. Il faut bien l'avoir dans la tête en CDPNAF, on ne peut pas exiger la signature d'un bail rural. Juste rapidement dire que le cadre législatif est sûrement insuffisant sur le sujet. Vous savez d'ailleurs qu'il y avait eu une proposition de loi qui a été travaillée avec différents groupes, etc., dans un contexte particulier, je vais faire vite, et qui a commencé à être étudiée en commission en janvier dernier, mais qui ensuite n'a pas pu continuer à être, comment dirais-je, examiné, puisque bon, on a eu quelques difficultés, on n'était pas tous d'accord, et dans ce cadre-là, cette proposition de loi, il y a un article qui était réservé à ce sujet précis, et donc peut-être que ça reviendra. D'ailleurs, ça fait partie des choses que l'on doit faire, c'est-à-dire que la loi de 2023, elle va devoir être évaluée. Alors, 2023 plus 3 ans, c'est 2026. Et en 2026, on doit évaluer au bout de 3 ans la mise en œuvre de la loi APER, donc accélération des énergies renouvelables. Et dans ce cadre-là, on aura une évaluation, y compris sur ce qui se passe sur l'agrivoltaïsme. Et à ce moment-là, je pense que ce sera au minimum à ce vecteur, dans ce vecteur législatif-là, qu'il faudra venir compléter donc le cadre juridique. Et je pense que c'est là qu'il faudra aborder ce sujet. Sauf s'il y a une proposition de loi entre-temps qui peut fédérer et qui peut permettre de régler le sujet. Mais voilà, nous sommes alertés au niveau du Parlement. Mais laissons le Parlement retrouver la voie du travail. Et ensuite, quand il aura retrouvé la voie du travail, j'espère qu'on pourra résoudre et apporter des réponses. Parce qu'en effet, il y a un sujet voilà. On l'a bien en tête, celles et ceux qui s'intéressent au sujet. Alors, autre question au milieu de la salle, madame. Oui, bonjour à tous. Société Vent Solaire, développeur. Tout d'abord, je vous remercie pour la qualité des échanges de cette table ronde et des intervenants. Je constate que nos difficultés face au CDPNAF sont partagées. Je vous ai bien entendu en parler ce matin. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un effort de réforme éventuellement du mode de fonctionnement des CDPNAF à faire ? Parce qu'on peut se dire que c'est un problème conjoncturel, mais visiblement, vu vos retours, je constate que c'est plus que ça. Et au-delà d'un effort pédagogique, est-ce qu'il n'y aurait pas une réforme à faire au niveau des CDPNAF ? Problématique structurelle au sein des CDPNAF. Oui, résumé. Ce que j'avais indiqué, c'est que on va vraiment au contact de chaque département. Alors évidemment, il y a des départements qui sont beaucoup plus engagés, qui sont beaucoup plus demandeurs en termes d'orientation des formations des CDPNAF. Mais en tout cas, on a des demandes de CDPNAF pour aller visiter des sites, pour faire des cycles de formation, pour expliquer ce qui est l'agrivoltaïsme et ce qui n'est pas de l'agrivoltaïsme, et de manière à pouvoir un peu, donner de l'information de manière à ce que les avis soient pris de façon beaucoup plus structurée. C'est un long travail, mais pour moi, ça passe par cet élément-là. Ça passe également par l'élément d'être certain que tous les membres de la CDPNAF sont engagés, sont présents. Et en fait, il faut aller les voir, il faut les rencontrer, il faut s'organiser comme ça. Mais c'est ce qui paraît le plus efficace. Monsieur Hurtin. Oui, juste pour répondre et pour siéger également en CDPNAF, juste une petite observation. Effectivement, on peut dire les CDPNAF ne sont pas adaptées, ne sont pas assez clairvoyantes, il faut remodifier tout ça. Mais sincèrement, entre vous et moi, on peut aussi se dire que les développeurs apportent des projets qui soient en phase avec les réalités du terrain et ne soient pas inadaptés au territoire. Moi, je vais vous parler de mon département. Quand vous voyez des projets qui arrivent en disant « mais la production ovine, c'est l'avenir de demain », on se trompe. Ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder si vous voulez
mettre en bonne situation la CDPENAF. Il faut amener des projets. On en a eu un autre dans le département, comme je disais tout à l'heure, avec des panneaux à 4,50 m, des poteaux tous les 25 mètres. Il a été accepté sans problème. Il faut qu'on fasse juste attention à ça. Hein. On n'adapte pas l'agriculture au projet, on amène un projet agrivoltaïsme qui vient se marier avec nos problématiques, tout comme dans le sud de la France, on va composer avec l'arboriculture, on va composer avec les vignes, mais quand on est plus au nord, il faut qu'on compose avec l'agriculture existante. Et une partie de la défiance d'une partie des représentants CDPENAF vient de là. J'ai pour habitude de parler vrai un peu incisif. Mais... Permettez-moi juste une question, ça vient aussi figer le type de culture qu'on peut mettre sous les installations? Alors, effectivement, on a vu des projets où vous figez, parce que quand vous avez des panneaux qui sont la partie basse à 1,50 m du sol, avec des supports tous les 6 ou 7 mètres, c'est terminé, hein, vous avez tout figé. Et puis il y a d'autres projets qui certes sont moins rentables, hein, parce que les développeurs nous le disent, moi quand je rencontre, puisque j'en ai la charge au niveau régional, au niveau des chambres d'agriculture de Normandie, d'autres développeurs qui viennent avec des panneaux plus éloignés, motorisés, qui se mettent à la verticale, on peut passer avec du matériel, ou ce que j'évoquais tout à l'heure, mais là en modèle économique ça ne passe pas pour l'instant, mais non, mais voilà, je le reconnais. Il faut être rationnel aussi. Mais faut être rationnel à un certain moment. Mais il faut avoir une vraie cohabitation. Peut-être qu'il faut être un peu plus raisonnable sur le retour sur investissement. Voilà, j'ai l'habitude de parler vrai. Je suis désolé, je suis un peu voilà. Mais peut-être qu'il faut aussi accepter qu'on fasse des choses plus compatibles. Et puis je le redis, hein, le dimensionnement du projet, des projets qui soient réfléchis sur certaines vallées, d'arriver en grappe sur 3-4 km à avoir des choses, au lieu de faire une grosse masse, d'avoir plutôt des projets plus modestes pour rentabiliser derrière le raccordement post-source, parce qu'on n'est pas insensible à cette problématique-là. Mais de grâce, ne nous mettons pas nos concitoyens à dos. C'est bien noté. Alors, pour aller plus vite, je vous propose qu'on prenne 2 questions d'affilée. Donc, madame qui est au milieu de la salle là-bas. Donc, posez votre question et puis on prendra la deuxième question et on répondra conjointement, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Donc, je suis Lucille Moal pour Démopolis Concertation. Je vous remercie déjà pour la qualité des interventions. C'était vraiment intéressant. Ce qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression qu'on parle tous de la même chose au fil des interventions. Monsieur le député parlait de la nécessité de mettre une définition claire sur ce qu'est et n'est pas l'agrivoltaïsme. Madame Juillac, la nécessité d'embarquer d'intégrer les parties prenantes, le monsieur de la SEM de la Mayenne, au besoin d'appropriation plutôt que d'acceptabilité. Je l'avais déjà noté hier sur le panel sur le partage de la valeur. On en revient toujours à la même chose, la qualité du dialogue territorial. Donc peut-être la question c'est si on veut réussir la souveraineté alimentaire et énergétique, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on assume aussi cette souveraineté du dialogue systématique, adapté et méthodique? Et pourquoi pas d'ailleurs sur le CNFR avoir un panel qui soit dédié à cette question de non seulement pourquoi, mais aussi comment on le fait, avoir ces bonnes pratiques. Et voilà, c'était un petit peu la réflexion que je voulais partager aujourd'hui. Alors, pendant que j'apporte le micro à la deuxième personne pour poser une question, c'est vrai que le verbatim en la matière a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. On parlait d'acceptabilité, après on parlait d'appropriation, d'acceptation. Ça montre aussi effectivement que la profession s'empare de ces thématiques. Voilà, j'en profitais juste 2 petites secondes. Merci à la table ronde et merci pour la qualité des échanges, effectivement. Bonjour, Nicolas Ripper, Société H2R. C'est plus un commentaire qu'une question. Désolé, je vais reparler de la CDPENAF un petit peu et rapidement. Je remercie Monsieur Fugit d'avoir posé le débat. Effectivement, 1500 TWh, je crois, en 2023. Énormément de fossiles, bien trop. On en est tous conscients. On a besoin de l'agrivoltaïsme pour la transition énergétique. On a parlé d'aide aux agriculteurs que ça peut apporter et c'est une belle chance, je crois, pour beaucoup d'exploitations. Mais on se heurte, nous, effectivement, sur le terrain, à des CDPENAF qui sont complexes. On a la difficulté de, bien sûr, rentrer dans le décret. On a une belle loi d'accélération. La difficulté, c'est, pardon de le dire comme ça, mais c'est qu'on rencontre des doctrines de décélération. On a le cas de figure de doctrines qui mettent des plafonds de mégawatts et de puissance assez dérisoires à 1 ou 2 mégas. Et donc, c'est très difficile, effectivement, d'avoir des projets qui tiennent la route derrière. Donc, voilà, c'était ce commentaire que je voulais apporter. Il nous faut avoir des doctrines, et je parle de doctrines qui sont postérieures au décret, hein, qui ont été revues et qui sont postérieures au décret. Donc, elles ne sont pas forcément en phase avec les décrets. Et donc, on a besoin d'avoir des choses qui sont cohérentes là-dessus. Voilà, merci. Jean-Luc Fugit. Oui, juste 2-3 réactions par rapport à ce qu'a dit la dame tout à l'heure.
la loi de 2023, elle définit clairement. Alors déjà, je voulais préciser par rapport à ce que disait monsieur Hortin, que moi je considère qu'on a tous parlé vrai sur cette table ronde. Hein. Si vous parliez vrai, moi c'est pareil, hein. Je parle vrai aussi. Hein. J'espère même que ça s'entend. Ce que je voulais vous dire, c'est que la loi de 2023, elle définit quand même ce qu'est l'agrivoltaïsme et ce que ce n'est pas. Donc je pense que le cadre législatif, je pense qu'il est clair. Je pense qu'il est clair, mais s'il manque des choses, il faudra les ajouter. Ensuite, en vous écoutant les uns et les autres, je me dis il y a peut-être des choses au niveau territorial qu'il faut améliorer, parce qu'on va quand même parler franchement, M. Hortin. Il y a quand même une certaine biodiversité à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi une biodiversité dans les conseils départementaux, dans les élus locaux, et il faut conserver la biodiversité, c'est tant mieux. Il y a la biodiversité partout, y compris dans le comportement des agriculteurs, etc. Et moi, je pense qu'on peut développer en ayant en effet quelque chose de plus partagé possible, mais encore faut-il encore avoir compris les enjeux, et c'est ça mon sujet. Moi, je pense qu'il y a une bonne nouvelle. Elle est tombée il y a 5 minutes. Déjà, la motion de censure n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. Et pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle? Parce que le Premier ministre, dans son discours de politique générale, il a dit quelque chose, vous allez voir le lien, et ça va vous intéresser. Il a dit, il l'a reprécisé hier au Sénat, je veux proposer cet automne, donc plutôt par exemple en décembre, une fois qu'on a passé le budget, si tout va bien. Imaginons que tout va bien, parce qu'après tout, le pire n'est pas certain. Et on peut même réussir à travailler ensemble. Eh bien, il souhaite un nouvel acte de décentralisation, etc. Et dans cet acte de décentralisation, il a commencé à évoquer qu'on pourrait peut-être aller regarder les sujets énergétiques. Et peut-être que dans ce cadre-là, il y aura peut-être des mesures, il y aura peut-être des choses à regarder, et peut-être qu'il y aura des évolutions à avoir. Je ne sais pas lesquelles encore, puisqu'il va falloir les travailler. Ce qui est certain, c'est que moi, j'ai bien fait de venir ici ce matin, parce que c'est en discutant avec vous, et c'est de manière collective qu'on est plus intelligent. Hein. Et voyez, et j'en profite pour dire qu'il faut que vous considériez que les parlementaires, ce ne sont rien d'autre que des citoyens élus, et que sur ces sujets-là, si on a un Premier ministre qui nous dit on va travailler un nouvel acte de décentralisation, et dans ce nouvel acte-là, il y aura des choses à faire en local, plus, et notamment au niveau de la planification écologique, et donc le sujet énergétique sera visé lui aussi. Peut-être qu'il faudra apporter les améliorations qui sont suggérées par certains ou qui manquent. Et donc, du coup, je crois que c'est comme ça qu'il va falloir faire. Donc, en tout cas, ce que je voulais simplement dire, c'est que moi, je crois à l'addition des solutions pour sortir de cette trop forte dépendance aux énergies fossiles, et que l'agrivoltaïsme, comme la métallisation par rapport au monde agricole, comme d'autres sujets, ça vient s'ajouter. Et c'est en ajoutant qu'on va pouvoir travailler à la défossilisation progressive de l'ensemble de notre économie. Et je vous propose que ce soit le mot de la fin de cette table ronde. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'y avoir participé. Merci Madame Juillac encore d'avoir été en visio avec nous pour nous éclairer sur le point de vue de la FFPA.